Merci Virginie. Effectivement, cette fin de journée, nous allons parler de biodiversité et plus particulièrement de la biodiversité des levures au cours de la fermentation alcoolique. Alors, le terme biodiversité est un terme que l'on entend beaucoup de nos jours, mais il ne faut pas oublier que c'est un terme récent qui est apparu dans les années 90 à la faveur d'une prise de conscience de la préservation du vivant dans tous les écosystèmes. C'est un terme qui signifie la diversité des espèces vivantes dans un milieu donné, et c'est également un concept très plaisant parce qu'il met en valeur justement toute cette diversité du vivant qui nous apporte tant dans ce monde, mais on peut se poser réellement la question de sa signification en œnologie. Tout d'abord parce qu'en œnologie, nous n'avons pas affaire à un écosystème, mais à plusieurs écosystèmes qui se succèdent au cours de la fermentation tout d'abord du raisin, du mou, pendant la fermentation alcoolique. Et il apparaît qu'un nombre différent d'espèces de levures se succèdent dans ces différents écosystèmes. Alors, je ne parlerai pas des levures qui sont présentes sur le raisin, puisqu'elles n'ont pas du tout d'activité sur la qualité du vin. Elles n'ont pas d'activité fermentaire. Par contre, dans le mou et dans le mou en fermentation se trouve un certain nombre de levures, dont des levures non Saccharomyces, qui participent au moins partiellement à la fermentation alcoolique. Partiellement pourquoi ? Parce qu'un certain nombre de ces levures décrites ici, sont fermentaires mais sensibles à l'éthanol, et c'est bien Saccharomyces cerevisiae qui, à elle seule, va pouvoir mener à bien la totalité de la fermentation alcoolique. Je le disais, ces espèces, qui sont très nombreuses, sont caractérisées sous le nom de levures non Saccharomyces. On peut se poser la question de leur action pendant la fermentation alcoolique, et l'on sait que certains vinificateurs trouvent de façon empirique que le développement de ces levures, que l'on peut aussi appeler levures indigènes, améliore la qualité du vin. D'autre part, il est reconnu par la littérature scientifique que certaines espèces de levures non Saccharomyces sont connues comme ayant des propriétés positives lors de leur développement dans le vin. Mais il ne faut pas oublier que le caractère positif que l'on peut attribuer à certaines de ces espèces non Saccharomyces ne doit pas être masqué par des défauts qu'elles pourraient également apporter dans le vin. Si l'on reprend sur ce tableau les principales levures non Saccharomyces que l'on trouve dans le mou, on voit que beaucoup d'entre elles sont effectivement intéressantes d'un point de vue œnologique. On parle de l'imitation de l'acidité volatile, de l'augmentation de la révélation d'étiole, mais certaines d'entre elles entraînent aussi des caractéristiques négatives. On peut citer par exemple l'espèce Candida zimplinina, qui est intéressante de par son faible rendement sucre-alcool. Elle peut être intéressante notamment pour la réduction de l'alcool dans les vins, mais par ailleurs, son développement est également associé à une perception négative du vin que l'on n'a pas encore définie chimiquement, mais qui serait associée à des arômes fruités, à des arômes soufrés, pardon. On peut également noter que certaines espèces, comme Enseniaspora uvarum, ne sont aucunement décrites comme apportant des caractéristiques positives au vin, et au contraire n'entraînent que des dégradations organoleptiques telles que l'augmentation d'acidité volatile. Pour faire une petite digression, cette espèce, Enseniaspora uvarum, est à ne pas confondre avec une autre espèce qui porte un nom similaire, Saccharomyces uvarum, et qui, elle, est exploitée pour certaines de ses propriétés, notamment de cryophilie, seule ou bien sous forme d'hybride avec Saccharomyces cerevisiae, mais je n'en parlerai pas lors de cette présentation. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'un bon nombre de ces caractéristiques qui ont été décrites chez ces levures non Saccharomyces ont été déterminées justement au cours de projets qui ont été soutenus par la société Biolafort, tels que les projets Préferment, Diva ou encore Biodive.
Ce qui me semble intéressant de retenir lorsque l'on réfléchit au concept de biodiversité chez les levures en œnologie, et plus particulièrement lors de la fermentation alcoolique, c'est que finalement cette biodiversité, elle doit vraiment être envisagée sous forme raisonnée, car tout ce qui compose cette biodiversité n'est finalement pas toujours favorable à la qualité du vin. Et il est intéressant justement de pouvoir raisonner cette biodiversité pour en tirer le meilleur. Alors pour cela, on a deux façons de faire. Soit on va souhaiter approviser cette biodiversité en cherchant à piloter les levures indigènes, à comprendre comment l'ensemble de ces levures non Saccharomyces se développe. Ça a été l'objet du projet Préferment, qui visait à visualiser l'impact de différentes pratiques œnologiques sur le développement de ces différentes espèces. Une autre façon d'appréhender cette biodiversité, eh bien, c'est de la sélectionner, d'aller sélectionner le meilleur de cette biodiversité. Et pour cela, je prendrai l'exemple du projet Biodive, qui a consisté à étudier l'influence de l'espèce Torulaspora delbrueckii sur le profil organoleptique des vins. Donc on va s'intéresser dans un premier temps au projet Préferment, qui est un projet qui a été réalisé lors du post-doctorat de Warren Albertin à l'Institut des sciences de la vigne et du vin, sous la direction d'Isabelle Masneuf, et qui a été conduit également en collaboration avec la société Pernod Ricard. Alors, l'objet de ce projet visait à étudier l'impact des pratiques préfermentaires sur le développement de ces levures non Saccharomyces, et également à étudier les conséquences de l'expression de ces levures sur le profil aromatique des vins. Pour cela, un mou de chardonnay qui possédait sa flore indigène, qui a été finement caractérisée, a été scindé en plusieurs fractions de façon à lui imposer un certain nombre de pratiques œnologiques différentes qui consistaient en la modulation de la turbidité, la modulation de la température, l'application d'un sulfitage fort ou faible, ou bien d'un levurage ou non. Lors de ce projet, il a fallu également mettre à profit des mesures très sensibles, des mesures de micro-organismes très sensibles pour pouvoir suivre l'ensemble de ces populations au genre et à l'espèce près. Bien évidemment, les paramètres chimiques en fin de fermentation alcoolique ont également été étudiés dans l'ensemble des 48 fermentations qui ont consisté en cette expérimentation. L'ensemble des résultats peut être visualisé sur ce graphique. Il montre qu'en fonction de la modulation de différents paramètres œnologiques, les différentes espèces ne répondent pas toutes de la même façon. La variabilité de la température ne va pas impacter similairement les différentes espèces. On peut également prendre l'exemple du SO2, où l'on voit que celui-ci permet l'expression d'une population maximale plus importante de Saccharomyces cerevisiae, certainement parce que le sulfitage permet de faire un tri microbiologique et d'abaisser la pression microbiologique imposée au milieu et donc permet le développement plus important de Saccharomyces cerevisiae. Alors qu'au contraire, l'espèce Enseniaspora uvarum, elle, voit sa population maximale diminuer lors d'un sulfitage plus fort. De la même façon, la température impacte de façon différente l'espèce Candida zimplinina et l'espèce Enseniaspora uvarum, puisque une température de préfermentation plus forte va diminuer la population maximale de Candida zimplinina, alors qu'elle va entraîner l'augmentation de la population maximale d'Enseniaspora uvarum. Ce que l'on retient de cette étude, c'est que bien que les levures non Saccharomyces soient désignées sous un même terme, ils constituent finalement un groupe très hétérogène qui va être différemment influencé par des pratiques œnologiques.
Donc ces pratiques œnologiques vont avoir un impact différent sur les populations maximales des levures non Saccharomyces, et cela peut aussi avoir une conséquence œnologique importante, comme on peut le voir par exemple ici sur la production d'acidité volatile. On voit clairement que la population de Saccharomyces cerevisiae est liée à une diminution de la production d'acide acétique, alors qu'au contraire, le développement plus important de l'espèce Enseniaspora uvarum va entraîner, elle, des teneurs plus importantes en acide acétique dans les vins en fin de fermentation alcoolique. Donc là, c'est vraiment une illustration très claire de l'impact que peuvent avoir le développement de différentes levures qui sont toutes issues de la biodiversité, mais qui vont avoir un impact très différent sur la qualité des vins en fin de fermentation alcoolique. Donc on a regardé la biodiversité sous le prisme des levures indigènes et de la façon dont les pratiques œnologiques pouvaient influencer le développement de ces différentes levures indigènes. On peut également appréhender cette biodiversité sous le prisme de la sélection. Chercher parmi cette biodiversité quelles sont les espèces les plus intéressantes pour la qualité du vin. Nous avons mené pour cela le projet Biodive, qui lui s'est intéressé plus particulièrement à l'espèce Torulaspora delbrueckii. Alors on le sait, certaines levures non Saccharomyces sont déjà présentes sur le marché. Elles sont utilisées pour des applications spécifiques qui sont présentées dans ce tableau que je ne vais pas détailler. Ce qu'il est important de retenir néanmoins, c'est qu'au sein d'une même espèce de levures non Saccharomyces, tout comme au sein des levures Saccharomyces, toutes les souches n'ont pas le même impact. Donc même si une espèce est caractérisée pour une caractéristique donnée, il est important de se souvenir qu'il peut y avoir une modulation de ce caractère au sein de cette espèce. Par exemple, lorsqu'il s'est agi de sélectionner une souche de l'espèce Torulaspora delbrueckii, dont on savait qu'elle était importante dans la diminution de la synthèse d'acide acétique dans les vins liquoreux, nous avons réalisé, ça a été d'ailleurs le travail de Philippe Renaud, dirigé par Marina Belli à l'Institut des sciences de la vigne et du vin. Nous avons pu observer une grande variabilité de comportement dans la synthèse d'acide acétique reliée aux différentes souches de Torulaspora delbrueckii. Alors bien sûr, en général, l'ensemble de ces souches produit moins d'acide acétique que la levure témoin Saccharomyces cerevisiae, mais tout de même, certaines se révèlent totalement inintéressantes pour leur exploitation, comme le montre ici l'exemple des souches G et I. Donc, dans un premier temps, il est important d'appréhender cette notion de souche au sein d'une espèce. Finalement, au sein d'une espèce, on a aussi une biodiversité qu'il va falloir choisir pour trouver le meilleur de cette biodiversité au sein de cette espèce. Au-delà de ces aspects de diminution d'acidité volatile, l'espèce Torulaspora delbrueckii s'est révélée intéressante également d'un point de vue organoleptique, et c'est ce que nous avons voulu observer, illustrer et surtout comprendre pendant le projet Biodive, qui lui aussi a été réalisé par Philippe Renaud, toujours sous la direction de Marina Belli à l'Institut des sciences de la vigne et du vin. Dans le cas de ce projet, 2 cas ont été étudiés. Le cas des vins blancs, et plus particulièrement des vins blancs thiolés, tels que l'emblématique Sauvignon blanc, et ensuite le cas des vins rouges. Donc pour parler tout d'abord du cas des vins blancs, ce qui a été réalisé, c'est 3 modalités d'ensemencement différentes d'un mou de Sauvignon blanc. Une première modalité a été inoculée séquentiellement, d'abord avec Zimaflor alpha, une Torulaspora delbrueckii sélectionnée, puis 24 heures après, un ensemencement avec Saccharomyces cerevisiae X5 a été réalisé.
Cette première modalité a été complétée par une deuxième qui, elle, a consisté à la co-inoculation, donc l'inoculation simultanée des deux espèces. Un témoin a également été réalisé dans un troisième essai avec Zimaflor X5 seul. En fin de fermentation alcoolique, l'analyse des thiols volatiles a été réalisée. Il a pu être observé des différences très importantes dans la révélation du 3-sulfanyl-hexanol, que j'appellerai à partir de maintenant le 3-SH, qui est l'anciennement 3-MH, et son acétate. On peut regarder les choses autrement en faisant un suivi de ces thiols, et on voit que une révélation plus importante du 3-SH est réalisée dès le départ par la modalité séquentielle et ne va qu'en s'amplifiant jusqu'à la fin de la fermentation alcoolique. Pour rappel, l'inoculation, l'essai inoculé séquentiellement est représenté par la courbe noire, alors que la co-inoculation est représentée par la courbe verte, le témoin Saccharomyces cerevisiae X5 seul par la courbe rouge. Au cours de ce projet, nous avons souhaité comprendre pourquoi une révélation plus importante de ces thiols volatiles et plus particulièrement du 3-SH et de son acétate avait lieu. Ce qui a été fait, c'est une démarche extrêmement originale de suivi des précurseurs de ces thiols qui a été mise en place. Pour rappel, le 3-SH et son acétate proviennent de la transformation d'un précurseur que l'on appelle le précurseur cystéinylé, lui-même provenant de la transformation d'un autre précurseur que l'on appelle le précurseur glutathionylé. Et c'est une activité levurienne qui permet la transformation du précurseur glutathionylé en précurseur cystéinylé, puis une activité levurienne sous forme bêta-lyase qui permet ensuite la libération du 3-SH et ensuite sa transformation en acétate. Alors, si l'on regarde les cinétiques du précurseur glutathionylé, tout d'abord, on se rend compte que dès le départ de la fermentation alcoolique, lorsque Torulaspora delbrueckii a été ensemencé, on voit une utilisation plus importante de ce précurseur glutathionylé qui entraîne, en fin de fermentation alcoolique, bien sûr, des concentrations moins importantes. Il en découle de facto une accumulation transitoire plus importante du précurseur cystéinylé dans la modalité inoculée séquentiellement avec Torulaspora delbrueckii et Saccharomyces cerevisiae. Et cette accumulation transitoire plus importante est bien celle qui mène à une synthèse plus importante de 3-SH et son acétate. Alors, ce qu'il est important de retenir ici, c'est que c'est vraiment le travail synergique de Torulaspora delbrueckii et Saccharomyces cerevisiae qui mène à cette augmentation en 3-SH. Mais ce travail synergique ne peut se faire que s'il y a un développement suffisamment important de Torulaspora delbrueckii. C'est là où le scénario d'inoculation prend toute son importance. L'inoculation séquentielle, on le voit, mène à une concentration bien plus importante en 3-SH parce qu'elle a laissé la place à un temps de développement plus important de Torulaspora delbrueckii seul dans le mou en fermentation avant l'arrivée de Saccharomyces cerevisiae, qui ensuite peut prendre le relais pour continuer la transformation de ces précurseurs en thiols. Pour continuer dans ce projet, le cas des vins rouges a également été appréhendé. Cette fois-ci, sur du merlot, je vous présente les résultats ici d'un essai qui a été réalisé à l'échelle du chai, où un mou plutôt, inoculé séquentiellement avec Torulaspora delbrueckii, Zimaflor alpha, puis Saccharomyces cerevisiae FX10, a été fermenté. Ce vin a été comparé à un vin issu d'une fermentation où FX10 seul avait été inoculé.
Ce que l'on note dans les vins rouges qui sont inoculés avec les 2 espèces, c'est une augmentation d'esters, mais pas de tous les esters, uniquement de certains esters que l'on appelle des esters mineurs, qui portent finalement mal leur nom. Ils sont mineurs parce qu'ils sont en concentration de l'ordre de la centaine du microgramme par litre. Et pourtant, on va le voir, leur teneur plus importante dans les modalités inoculées séquentiellement ont une importance capitale sur l'arôme des vins. Alors, pour mettre ça en évidence, une expérience extrêmement élégante a été mise en place où les vins issus de cette fermentation après inoculation séquentielle que l'on appelle le vin 1 et le vin 2 ont été comparés à un 3e vin qui est le résultat de l'addition dans le vin 2 de ces 3 esters, le propanoate d'éthyle, l'isobutyrate d'éthyle et l'hydrocinamate d'éthyle, aux mêmes concentrations que dans le vin 1. Donc il s'agit simplement de prendre le vin 2 et de le rehausser au niveau de la concentration de ces esters au niveau trouvé dans le vin 1. Une analyse sensorielle a été réalisée par un panel de dégustateurs et il en ressort que le vin 1, tout d'abord, est perçu plus fruité, plus complexe et aussi moins végétal que le vin 2. Par contre, le vin 3 retrouve le niveau de fruité, de complexité du vin 1 et est également un vin chez qui les notes végétales sont moins perçues que dans le vin 2. Donc ça signifie clairement que la présence de ces 3 esters, présence des esters qui peut directement être corrélée à l'activité de Torulaspora delbrueckii dans les vins, la présence de ces esters est celle qui contribue à augmenter le fruité, la complexité des vins et à gommer le végétal. Alors on a beaucoup parlé pendant cette présentation de l'aspect organoleptique qui était lié aux levures non Saccharomyces. Pour finir, on peut également citer un aspect qui est beaucoup recherché aujourd'hui, et qui est l'effet de protection microbiologique, on dit plus simplement de bioprotection, surtout dans le cas de vendanges peu ou non sulfitées. Dans ce cas-là, si ce que l'on recherche, c'est d'aller imposer une flore elle-même issue de la biodiversité, mais pour tempérer le développement de levures indigènes, il faut bien sûr disposer de levures sélectionnées qui ne produisent pas de composés indésirables et qui ont une bonne capacité d'implantation. Ici, très simplement, un exemple d'un mou qui a été ensemencé avec Zimaflor alpha et analysé 48 heures après d'un point de vue microbiologique. On voit que l'ensemble des levures totales présentes correspond en réalité uniquement à des levures non Saccharomyces et une analyse génétique plus poussée montre que parmi ces levures non Saccharomyces, alpha-TD, Torulaspora delbrueckii, est présente à plus de 90% et qu'aucune autre espèce de levure non Saccharomyces n'est détectée. Donc ça prouve bien la capacité d'implantation de ces souches et de l'effet de diminution de la flore indigène qu'elle peut entraîner. Donc voilà, je pense qu'à l'issue de cette présentation, ce qui est important de dire, c'est que la biodiversité n'a de sens que si on peut en tirer le meilleur. Il est important de pouvoir piloter la flore indigène de façon à limiter le développement d'espèces dont on sait qu'elles n'apportent pas de caractère positif au vin. Il faut aussi savoir sélectionner le meilleur de cette biodiversité. C'est ce que nous faisons en sélectionnant et en étudiant des espèces telles que Torulaspora delbrueckii, mais aussi aujourd'hui Mechnikovia. Nous avons aujourd'hui un projet mené en collaboration avec l'Institut des sciences de la vigne et du vin et l'Université de Stellenbosch qui vise à caractériser à la fois d'un point de vue organoleptique mais aussi de protection microbiologique un ensemble de souches. Finalement, si on réfléchit à cette notion de biodiversité chez
chez les levures pendant la fermentation alcoolique. On peut très bien faire le parallèle avec le fait de cultiver un jardin. En fonction du praticien qui le cultive. Ce praticien peut vouloir vraiment le maîtriser de façon très serrée, il peut préférer les jardins à la française, il peut aussi vouloir aimer les jardins à l'anglaise, où malgré une apparente exubérance, il y a tout de même une belle maîtrise de l'ensemble de la biodiversité présente dans ce jardin pour empêcher justement les mauvaises herbes de pousser. Et le vin étant un produit de la main de l'homme, le vinificateur peut vraiment être comparé à un jardinier. Alors un jardinier d'un jardin microscopique, mais jardin quand même. Et en fait, pour finir, je tiens à remercier bien évidemment l'ensemble des chercheurs et étudiants qui ont participé à ces projets, Isabelle Masneuf, Warren Albertin, Philippe Renaud, Marina Belli et Cécile Thibon, et également à vous pour votre attention et votre patience. Merci.